toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission. Je suis ravie de vous retrouver. Cela ne vous aura pas échappé, le mois d'octobre, c'est le mois des salons de mariage. Ceux-ci ouvrent leurs portes un peu partout en France et aussi en Vendée. On estime même à 18 millions le nombre de célibataires dans l'Hexagone, de quoi en fabriquer des robes de mariée et des complets vestons. Mais avant l'union, il y a la rencontre. Et à l'heure des mythiques Elite Rencontres, Attractive World, eDarling, comme ça on les aura cités une bonne fois pour toutes, et autres sites internet de rencontres, on s'est demandé dans la grande émission quelle était la place des agences matrimoniales. Ont-elles disparu? Eh bien non, apparemment. Au contraire, elles font même de la résistance à l'amour 2.0. On en parle avec notre invité sur le plateau. Mais d'abord, j'accueille les garçons. Bonjour Franck, bonjour Étienne. Vous allez bien? Ça va très très bien. Ça va, Étienne, ouais, ça va très bien et ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'était pas vu. Parce qu'Étienne, il vient tous les mois. Oui, ça passe vite quand même. Mais oui, ça, ça passe vite. J'ai l'impression que parce qu'Étienne, il est médecin. Bah oui, mais... Et Étienne, on va parler de quoi? De neuronutrition. Comment vieillir et garder un cerveau en forme. Ah. On peut avoir un bon cerveau quand on est jeune aussi, c'est pas embêtant. Histoire de le garder jusqu'au bout. Voilà, quoi. si on peut. Ouais. On va parler de ça très bien. Franck, on va parler quoi, amour? Amour, parce que j'ai été pleinement inspiré par le sujet de notre invité du jour, n'est-ce pas? Ravi de faire votre connaissance, madame. On va parler d'amour, mais l'amour à travers les âges, l'amour qui n'a pas d'âge. Et puis en deuxième partie d'émission, une question importante, comment trouver l'amour, même si nous comptons sur vous, bien évidemment, madame, pour nous apporter plein de réponses. Alors, nous recevons sur le plateau, je vais vous présenter tout de suite Rose. Rose Perchaud, vous êtes conseillère matrimoniale, Rose. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de la grande émission. Je dois le dire, elle a décalé 3 rendez-vous pour venir ici. C'est pour vous dire que ça marche, les agences matrimoniales marchent. Je le précise tout de suite, vous faites partie d'une franchise qui s'appelle Unicis. Et vous avez 2 agences, une à La Roche-sur-Yon, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, et une à Saint-Nazaire. Tout à fait. Et vous êtes conseillère matrimoniale. Alors, je mets les choses au clair tout de suite. Je n'ai pas de problème dans mon couple. Je tiens à le préciser tout de suite. Rose, on va déjà parler de votre, entre guillemets, de votre formation. C'est vrai que vous rêviez d'être inspecteur de police. Ah, ça y est, ça va me suivre, ça, à vie. Mais j'ai lu ça dans Ouest France. Tout à fait. C'est vrai? Oui, c'est exactement un rêve que j'aurais toujours voulu faire. Ouais. Donc je suis très bonne quand je regarde un policier, je trouve toujours l'assassin. Les énigmes. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et donc, alors il y a un vrai grand pas entre inspecteur de police et conseillère matrimoniale. Oui, un énorme même. Non, mais c'était vraiment un rêve de 20 ans, quoi. Voilà. Vous avez fait des études en psychologie, c'est ça? Oui, en sciences humaines, tout à fait. Alors j'ai une maîtrise en sciences humaines et puis voilà, après un BTS action commerciale, donc rien à voir. Mais un complément, parce que dans les années 80, c'était plus simple de trouver dans le commerce, de trouver un emploi dans le commerce que de trouver en psychologie ou dans les ressources humaines. Ouais. Ce qui veut dire que votre bagage de psychologue, je ne sais pas comment on dit, il vous sert au quotidien. On va rentrer dans le détail de votre métier, mais il vous sert. On n'est pas obligé d'avoir un diplôme ou d'avoir un niveau pour faire ce métier. Il faut aimer les gens tout simplement et savoir être à l'écoute. Enfin voilà, on va, je pense, en parler tout à l'heure. Bien sûr, mais c'est vrai que ça aide obligatoirement. Tout ce qu'on a pu faire, toute l'expérience qu'on a pu avoir dans sa vie nous aide à faire effectivement notre métier le mieux possible. Et comment on devient conseillère matrimoniale? Alors pour moi, ça a été un hasard, vraiment le hasard d'une rencontre. Ça commençait déjà comme ça. Lors d'un dîner, j'ai rencontré une femme, une magnifique femme qui est devenue une de mes meilleures amies aujourd'hui, qui avait 3 agences Unicis. D'accord. Et qui, de par ma formation et les expériences professionnelles que j'ai eues, m'a dit ça t'irait tout à fait de faire ce métier, viens donc voir ce que je fais et puis tu verras. Et c'est vrai que j'ai eu un réel coup de foudre déjà à l'époque. Ce qui veut dire que vous aviez des idées préconçues sur ce que pouvait être le travail d'un agent, d'un conseiller matrimonial ou Non, tout simplement, je ne savais pas que ça existait. Oui, d'accord. J'abus non plus le fait d'aller voir une agence ou un site de rencontre pour trouver quelqu'un. Et donc, j'ai découvert ce métier et découvert que les agences matrimoniales existaient donc, cette année-là, quoi. Oui, parce que je le disais en préambule, en fait,
il y en a vachement d'agences. Alors en Vendée, je crois qu'il y en a une aux Herbiers aussi, etc. Mais il y en a une à La Roche, une autre à La Roche et une à l'Aiguillon-sur-Vie. Oui, et dans le pays, en France, il y en a beaucoup. Oui, je ne sais plus combien. Oui, alors j'ai pas le chiffre en tête. On va rentrer dans le détail bien sûr, mais dans votre travail, est-ce que vous vous considérez entremetteuse ou bon samaritain ? Ni l'un ni l'autre. Je dirais que je suis là pour conseiller, aider et surtout aider le hasard. C'est-à-dire que mettre voilà, c'est aider le hasard, c'est notre logo, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on va mettre sur le chemin de personnes libres de tout engagement matrimonial et qui ont une réelle envie de ne plus être seules, de retrouver quelqu'un ou de trouver quelqu'un, tout dépend de l'âge, on en parlera tout à l'heure. Oui, notamment avec les seniors. Voilà, la bonne personne. Et pour cela, j'ai différentes méthodes, différents moyens que je mets en place pour les aider justement à trouver cette personne. Non, je vous en prie. Donc entremetteuse, je ne sais pas, peut-être. C'est pas un mot, c'est pas un très joli mot, entremetteuse. Bon samaritain, c'était peut-être c'est plus positif de toute façon. C'est histoire de sans forcer les gens. C'est toujours du positif. Ouais. C'est ça. Combien de personnes vous voyez, pour qu'on ait une ordre d'idée, de combien de personnes poussent la porte de votre agence par mois, par exemple ? Par mois, je dirais une 50aine. Ah, quand même Je ne m'attendais pas à ça. Tout le monde n'adhère pas non plus à nos services, bien sûr, mais je vois à peu près 50 personnes mensuellement. Tous âges confondus ? Tout âge confondu. Alors, c'est vrai que je me limite, parce que l'objectif, c'est quand même la réussite du couple. Et il faut avoir en face, après, c'est pas que de trouver la bonne personne, il faut aussi avoir une tranche d'âge, une harmonie culturelle, intellectuelle, pouvoir partager des passions communes ou des activités communes. Donc je limite je commence à partir de 30 ans. Pour moi, avant, c'est un petit peu jeune de pousser la porte d'une agence. Et on a beaucoup de demandes sur les moins de 30 ans. Ah ouais, tout à fait. Donc il y a donc des jeunes qui souhaitent carrément pérenniser une union, quoi. C'est pas simplement vrai. Ah oui. Qui souhaitent construire une famille. Très jeune. Très jeune, moins de 30 ans. Je pense que l'horloge biologique commence à se mettre en route. Ah, ouais. Et pour les hommes et pour les femmes, encore plus pour les femmes. Ouais. Et tout dépend après du niveau culturel, mais il y a ce besoin de créer une famille et la peur de ne pas trouver aussi. Donc on accélère un petit peu les choses. On souhaite accélérer un petit peu les choses. D'accord. Donc moi j'aime bien quand même leur demander d'avoir une expérience personnelle seule, de rechercher, pas le moindre effort quoi. Ouais. Oui, de faire la démarche eux-mêmes et puis ensuite de vous recontacter si possible. Franck ? Ce qui veut donc dire effectivement que vous avez des critères de sélection à l'entrée. Ah ouais ? On pose sa candidature, comment ça se passe ? Vous avez des critères de taille, de poids, de couleur d'yeux, de cheveux. Est-ce qu'on remplit un QCM ou quelque chose ? Oui, il y a beaucoup de choses. Ça se fait pas en 2 minutes. Moi, je vois les gens à peu près 2 fois 2 heures. Avant qu'ils soient adhérents à nos services. D'accord. Alors, il n'y a pas de critères de sélection, bien au contraire. C'est pour tout le monde, l'agence matrimoniale. Oui, il n'y a pas de physique, etc. Ça vous arrive jamais de dire, non, mais si, ça m'arrive. Ou celle-ci. Ça vous arrive ? Ça m'arrive, oui. Pour quelles raisons, par exemple ? Alors, pour des raisons d'âge, donc moins de 30 ans. Si c'est un jeune homme de moins de 30 ans et qui est vraiment extra timide, je lui demande de faire un peu d'expérience personnelle, d'essayer de trouver par lui-même. Et là, je les envoie généralement un petit peu vers les sites de rencontres. Donc les sites de rencontres, on en reparlera, mais ils peuvent être complémentaires de votre travail. D'accord. Moi, j'aime bien quand les gens sont passés d'abord sur les sites de rencontres. Alors, je vais utiliser un mot qui n'est pas forcément très beau, mais ça permet de voir un petit peu le marché de la rencontre. Oui, c'est ça. C'est pas beau. Délaguer un peu le truc, quoi. Voilà, toi, ça va pas, toi, ça va. Ouais. Et de ne pas arriver avec un carnet de commandes et de dire, voilà, je la veux, blonde, yeux bleus. Un cahier des charges. Voilà. J'imagine que ça doit arriver, ça, quand même. Oui, tout à fait. Ça arrive que certaines personnes vous disent, moi, je la veux grande, blonde. Ça arrive souvent. Alors, c'est vrai qu'on demande aussi un petit peu des critères. Il faut bien m'aider. Je ne suis pas dans la tête des personnes pour connaître leurs critères physiques. On aime les minces, on aime les rondes. Pour les hommes, aime les blondes, on aime les brunes, etc. Les brunes. Alors, on a des préférences. On n'est jamais fermé. Mais on peut, pour une femme, aimer les hommes plus grands, les hommes plus minces, les hommes plus petits, les hommes plus carrés. Voilà, il y a une préférence qu'on demande, bien sûr. Les personnes qui poussent la porte de l'agence, c'est des personnes qui sont, alors, excusez-moi du terme, mais sérieux. C'est-à-dire qu'on sent tout de suite que c'est pas de la gaudriole, c'est pas pour un soir, que c'est vraiment quelque chose qui
qui est très ancré en eux et qu'ils ont vraiment envie d'avoir une relation sérieuse et surtout longue? Alors, c'est une démarche, donc c'est pas une envie, c'est une démarche. C'est une démarche, voilà. Ouais, c'est ça, c'est intéressant. Donc, souvent, les personnes me disent, ça fait... il y a un monsieur qui me dit, ça fait, sa femme est décédée depuis 8 mois. Il me dit, j'allais pas venir aussitôt après le décès de mon épouse, il y a un minimum, mais j'avais vu un article sur vous, donc je l'avais mis de côté, et puis quand je me suis sentie un petit peu plus près, je suis venue vous rencontrer. Plus libre, oui. Donc c'est vraiment une démarche à long terme. C'est pas du jour au lendemain, je suis tout seul ou je suis toute seule, je vais appeler l'agence. Non. Je pense que, comme tout à chacun, tout le monde a envie de rencontrer par ses propres moyens, par le hasard de la vie. On va au restaurant, au cinéma, on a tous un réseau d'amis, une soirée, voilà. Et puis après, voilà, il y a du temps, et si on met beaucoup... Tout dépend en fait de la personne, de l'âge, encore une fois, ça dépend de beaucoup de facteurs. Et il y a quand même cette envie de favoriser un petit peu le destin et de passer la vitesse supérieure. D'accord. Souvent, c'est comme un escalier. Oui, d'accord. On met du temps avant de monter la première marche. Et une fois que c'est enclenché, ça va beaucoup plus vite. Eh ben, vous avez fait une très jolie transition parce qu'on va parler aussi d'amour, mais avec les seniors, et c'est avec Franck. Et oui, Adèle, savez-vous que la vie est douce? La vie est douce, douce de plaisir pour 83% des plus de 65 ans. Je ne sais pas si vous le saviez. Non. Et 77% des seniors ont même le sentiment d'être plus jeunes que leur âge. C'est une bonne nouvelle, ça. On en avait parlé dernièrement. On avait effectivement constaté à travers un certain nombre d'études que finalement, en vieillissant, on rajeunit de plus en plus. C'est la nouvelle tendance actuelle. Et faire de nouvelles rencontres, aimer se procurer du plaisir, n'a donc pas d'âge. Et ça, je pense que vous pouvez nous le confirmer, madame. Alors que ce soit pour rencontrer de nouveaux amis ou pour trouver ou retrouver l'amour, il faut oser. Oser franchir une porte, oser se connecter. On parlera de site internet tout à l'heure. Alors, est-ce que vous êtes déjà dit qu'à 60 ans, on a encore près d'un tiers de vie devant soi? Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle donne qui est absolument extraordinaire, qui amène aussi peut-être du coup c'est la questionnement sur la longévité de l'amour et aussi de l'union, quoi. Absolument. Il y a ça. À s'allonger du coup, et notamment grâce à l'amélioration des soins, des conditions de vie, on est en meilleure forme que ses parents au même âge, et on peut continuer ainsi sa vie sentimentale, voire sa vie sexuelle, et vivre selon ses désirs, tout en s'adaptant à ses possibilités physiques, bien évidemment. Alors pour 39% des seniors, les meilleurs moments passés au quotidien le sont auprès de leurs conjoints et non pas auprès de leurs enfants pour 23%. Je vous le confirme. Encore moins auprès de leurs amis pour 15%, ou même de leurs petits-enfants pour 14%. Le conjoint arrive vraiment, véritablement en pole position. Et oui, les seniors adorent faire sauter leurs petits-enfants sur leurs genoux, mais ce n'est pas leur seule, voire leur principale source d'épanouissement affectif. Les corps vieillissent, mais l'envie de plaire demeure. Et ça, c'est une notion absolument essentielle et fondamentale. Ouais. Pour preuve, 65% des seniors avouent faire souvent, voire très souvent, attention à leur tenue vestimentaire. Voir à ce qu'ils mangent. Voir à ce qu'ils mangent. Et on pour va garder parler la avec ligne. Étienne dans quelques minutes. Et la cosmétique, par exemple, n'est pas en reste, puisque 41% d'entre eux se parfument toujours. 38% des femmes continuent à se maquiller. Et comme l'explique Marie de Henzel, qui est psychologue clinicienne, que vous avez rencontrée il y a très peu de temps, Adèle, les seniors ne prennent pas soin d'eux nécessairement pour séduire un partenaire à avoir une vie amoureuse, tout simplement parce qu'il est important de prendre soin de son apparence pour se plaire à soi. Pour dans un premier temps se plaire à soi-même, bien évidemment. D'accord. Sans forcément de botox. Bien sûr. Ouais. Donc il y a une nécessité qui ne décroît pas avec l'âge, car chez les personnes de plus de 80 ans, ces chiffres ne baissent pas. Malgré que nous avancions en âge, la coquetterie est toujours d'actualité, et ça jusqu'au bout de sa vie. Alors, j'ai une relance à vous faire, parce que c'est marqué sur la petite fiche de Je dis tout, c'est marqué Adèle, faire crac-crac, entre parenthèses, l'amour, comme si j'avais pas compris, et avancer en âge, utopie ou réalité? Alors, les seniors osent dire qu'ils continuent d'avoir des relations sexuelles, et ce, de manière régulière, Adèle. Pour 63% des 60-65 ans, pour 55% entre 70 ans
et 74 ans, et oui, 39% entre 75 et 79, et encore 23% pour les 80 ans et plus. Donc ce qui montre qu'effectivement, dans tous les sens du terme, eh bien l'amour n'a pas d'âge. Comme Serge et Jane. Absolument. On termine sur Je t'aime moi non plus. Voilà, sur cette jolie musique. Bien, vous avez raison. C'est beau l'amour, tout simplement. Merci beaucoup, Franck. On se fait juste un point, ça sera dans la deuxième partie de l'émission, on se fera un point aussi sur... Comment trouver l'amour à plus de 60 ans. Ouais, comment trouver l'amour tout court, je pense que c'est un peu C'est la fin de cette première partie, on se retrouve juste après une courte pause pour reparler justement d'amour et de relations via les agences matrimoniales. De retour dans la deuxième partie de cette grande émission, on parle pendant la pause, vous remarquerez, où nous sommes en compagnie de Rose Perchaud, qui est conseillère matrimoniale à La Roche-sur-Yon et à Saint-Nazaire, dans 2 agences du groupe Unisys, pour ne pas les nommer. D'ici quelques instants, la chronique santé d'Étienne et la fin de la chronique senior de Franck. Alors, prenons un cas concret, Rose. J'ai besoin de vos services, ce qui n'est pas le cas, je vous rassure. On ne sait jamais. Mais on ne sait jamais, il n'y a qu'à bien se tenir. Je décide de faire appel à vos services, je pousse la porte de l'agence. Comment ça se passe? Alors il y a les fameux entretiens dont vous nous parliez tout à l'heure, les fameux 2 fois 2 heures où vous cernez le bazar, un peu ça. Voilà. Et Dieu sait qu'il y a du boulot. Des lieux. C'est exactement ça, il y a du boulot. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez en relation, vous cherchez dans votre base de données une personne correspondante. Alors ça, voilà, c'est parce que effectivement, il y a toute cette phase découverte de la personne, l'état des lieux, donc je parlais tout à l'heure, qui est importante, qui est même primordiale. Ouais. J'ai envie de dire, c'est 30% de mon travail. D'accord. De définir qui est la personne, ce qu'elle a vécu avant. On parle du passé, on parle d'aujourd'hui, ce que j'appelle le langage. De quel niveau socioculturel elle est, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, et puis ce qu'elle envisage, donc l'avenir. Donc ce que j'appelle la direction qu'elle souhaite donner à sa vie, et on en parlera peut-être après, parce que c'est vrai que lorsqu'on a 30 ans ou lorsqu'on a 80 ans... C'est pas la même chose. Voilà, surtout on a déjà une vie avant, souvent on a même eu des relations plus ou moins longues avant, voire carrément... Voilà, c'est plus souvent un veuvage qu'un divorce ou d'un long célibat. J'envisage vraiment les choses différemment en fonction de chaque profil. Voilà, c'est vraiment ça qui est important. Alors après, c'est le côté le plus sympathique, on va dire, du métier, c'est de mettre effectivement ces personnes en relation avec des personnes qui vont encore venir et à qui elles vont convenir. Voilà, tout simplement. Donc en fait, vous dites, moi je vous propose un tel... voilà, je pense qu'avec telle personne ça pourrait le faire, etc. Vous venez me voir, vous ai j'ai déjà fait l'état des lieux avec vous. On a déterminé ensemble, bien sûr, en tenant compte de vos critères. Bien sûr. Et je vais effectivement prendre dans la base de mon fichier, en vous disant, voilà, je vais vous présenter Pierre, son âge, sa situation, pourquoi je vous le présente. C'est important de savoir pourquoi. Bien sûr. Ce que vous avez en commun et par rapport à aujourd'hui, par rapport à demain. Donc je vous mets en relation. Comment ça se passe aujourd'hui? Comment la relation se passe? C'est-à-dire que c'est moi qui l'appelle ou c'est le fameux Pierre qui m'appelle? Alors, chez moi, c'est encore Pierre qui appelle. C'est monsieur qui appelle madame. Voilà, on est dans l'éducation à la française. Dans le cas de monsieur madame. Voilà. Après, aujourd'hui, il y a des échanges de SMS, bien souvent. Tout dépend de l'âge, encore une fois. Oui, des générations. C'est une question de génération. Ouais. D'accord. Mais à votre âge, par exemple, voilà, il y a peut-être un échange de SMS avant, en disant est-ce que vous êtes disponible, est-ce que je peux vous appeler. Donc il y a un vouvoiement au tout début, et puis un tutoiement qui s'installe assez rapidement, parce qu'on est quand même dans une future potentielle relation. Donc, voilà. Donc les personnes se voient réellement. Et ça, c'est une grosse différence. Alors voilà, c'est la différence avec les sites de rencontres. Avec les sites de rencontres, vous pouvez chatter, parler, communiquer des heures, des années, sans voir la personne. Voire un peu mentir aussi. Beaucoup mentir même, même si... L'objet, il est parfait sur les sites, mais le problème, c'est ce que les gens en ont fait. Exactement. Ils n'ont pas fait forcément des choses très bien. Donc nous, c'est vraiment une rencontre réelle. Pourquoi? Parce que je sais que la personne, elle vous convient et vous lui convenez. Est-ce que vous pouvez vous tromper, Rose? Bien sûr. Ça m'arrive. Ça vous arrive de vous tromper? Non, mais oui, ou le truc, le match, c'est pas fait. Le match, c'est pas fait pour X raisons. Voilà. Ça arrive. Et souvent, c'est physique. C'est simplement, j'ai pas eu d'attirance, j'ai pas eu le coup de cœur, j'ai pas eu de feeling. Alors, chacun utilise son petit mot. Alors, moi, j'aime pas trop quand on me dit j'ai pas de coup de cœur, parce que un coup de cœur, ça veut dire quoi? Coup de foudre, oui, c'est bien, mais c'est éphémère. Il faut par contre
contre que la personne, vous ayez envie de la prendre dans vos bras et réciproquement. Il faut quand même. Mais ça peut pas se faire en une rencontre, ça, quand même. Mais voilà, ça ne se fait pas une rencontre. Donc moi, je préconise toujours au moins 2 rendez-vous physiques avant qu'on m'exprime derrière le retour, ce que j'appelle le débrief. Voilà. 2 rendez-vous physiques, ok, dans un lieu neutre ? Dans un lieu neutre. Alors, c'est souvent une petite... Ça dépend, encore une fois, de la tranche d'âge. Ça dépend aussi, une fois, d'où on habite. Ça peut être, faire un petit tour au bord de mer. Ça peut être manger un petit morceau ensemble. Je leur dis toujours, sans chichi, sans tralala, pour pas mettre l'autre personne mal à l'aise, savoir qui va payer. Enfin, ce genre de choses qui peut être... Bon, c'est l'homme qui paye, hein, on est d'accord ? Bah non, pas forcément. Donc, je sais pas. Non, mais je me rassure. Ça devient avec l'indépendance. Non, mais c'est vrai qu'il y a des codes qui changent aussi. Les codes changent aussi, donc c'est pas toujours facile, hein, des fois, de savoir. Et c'est souvent aussi une source de discorde. Ah bah, il m'a demandé de payer la moitié. On a fait la moitié, moite-moite. Voilà, bon, après ça, c'est bon. Après, c'est du quotidien. C'est 1% de la clientèle. Oui, Franck. Est-ce que vous les coachez, entre guillemets, avant la rencontre ? Oui, alors, coacher, c'est un grand mot. Hein, voilà. Sur quoi est-ce que vous les conseillez, puisque du coup, vous êtes la seule, avant la rencontre, à les connaître, en fait. Donc, je leur parle, en fait, effectivement, du profil, déjà. Ça, c'est important de savoir qui vous allez rencontrer. Hein, donc, c'est une partie du coaching, pour moi. C'est de dire, voilà, il est comme ci, il est comme ça, il aime ceci, il aime cela, il aime pas ceci, il aime pas cela, il apprécie ceci, il apprécie cela. Voilà, après, voilà, c'est de définir ensemble. Donc on est en terrain connu. Après, effectivement, je peux donner des règles à suivre. Ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. De bonne conduite, c'est du bon sens en même temps. Alors c'est du bon sens, mais il vaut mieux prévenir que guérir quelquefois. De règles à la française, de certains codes. Voilà, donc je leur donne mes codes. Après, chacun se les approprie aussi. Je peux pas, c'est pas moi qui régis leur rencontre. Donc je peux effectivement. Il y en a qui me demandent quelquefois, est-ce qu'on peut se rencontrer dans votre bureau ? Non. On peut éviter, mais bon, ça me fait retour. Ça me fait. Est-ce qu'on va juste faire une petite... On va parler santé avec Étienne, parce que c'est important aussi d'être en bonne santé pour faire des rencontres. C'est primordial même. Ah oui, donc, et on refera un point après avec vous. On a une case santé, nous. Ah oui, quand même. Ça n'existe plus, le bilan prénuptial, mais pendant longtemps, ça a été, jusqu'à il y a très peu de temps. C'est vrai, oui. Mais moi, je l'ai fait, moi. Oui, ça n'existe plus. On se fait un petit jingle, et puis on en reparle. Et ça a été, on parle du bilan prénuptial, mais il n'y en a plus maintenant. Moi, je l'ai rempli. Parce que les gens se marient un peu plus tard. Il y avait la prise de sang et tout. Oui, complètement. Il y avait des sérologies même obligatoires. On donnait les résultats patient par patient. Les gens n'étaient pas obligés de venir en couple pour donner les résultats. Oui, tout à fait. Et après, chaque partie faisait ce qu'il voulait des résultats pour les donner ou pas à l'autre partie. Mais c'était un peu comme quand on va acheter un cheval, quand on regardait bien les dents. On va parler de neuronutrition, Étienne. Alors, c'est quoi la neuronutrition ? Alors, la neuronutrition, c'est la manière d'organiser ses repas de la journée pour arriver, d'une part, à conserver une bonne masse musculaire et amener les protéines au bon moment dans le cerveau. D'accord. Les précurseurs et les protéines, notamment la mélatonine dont on parle beaucoup, la sérotonine. Ouais. Pour pouvoir mieux dormir et être en meilleure forme. D'accord. Après, il suffit d'agrémenter ces repas et de modifier un peu les habitudes qu'on a prises ces dernières années dans les... C'est-à-dire les mauvaises habitudes ? Les mauvaises habitudes, surtout au petit déjeuner. C'est-à-dire qu'on mange beaucoup trop sucré. Les céréales. Les céréales, le pain, on en avait parlé il y a un mois, mais le pain est trop sucré, il y a beaucoup moins de nutriments à l'intérieur. La pâte à tartiner au chocolat. Voilà, la fameuse pâte à tartiner au chocolat. Qui commence par nu et qui finit par Tella. La gâche vendéenne qui est bonne, non. Qui est très bonne, c'est pas une qui se sort là-dedans. Mais qui est pleine de crème. Mais la recette industrielle n'est pas la même que la recette de votre grand-mère. C'est vrai. C'est vrai. C'est comme le pain blanc et le pain brun, c'est ça ? C'est la même chose. Le pain blanc, c'est sucré, le même problème de la recherche en micronutrition, d'aller vers le micronutriment et d'éliminer les calories vides, et donc les aliments qui servent à rien à part nous faire grossir. Dont on a parlé la dernière fois. Fatiguer, voilà. Donc le plus simple pour commencer sa journée, c'est en fait de manger commencer avec des protéines, pour essayer de limiter la sécrétion par le pancréas de l'insuline. D'accord. Parce que plus on va sécréter de l'insuline dans le matin, en apportant un repas sucré, plus on va stocker tout ce qu'on va manger ensuite dans la journée. D'accord. Tout ce qui va être gras, on va le stocker. Manger des protéines le matin, c'est le meilleur moyen d'entretenir sa masse musculaire. Ça veut dire qu'on mange quoi ? Il faut arriver à manger 20 grammes de protéines au total, c'est-à-dire grosso modo 100 grammes de jambon blanc,
Ah, le matin? Voilà, pour vous donner une équivalence. À 7 du mat? À 7 du mat, ouais. Ok. Alors, jambon blanc, je le note. Les œufs au jambon. Mais sans beurre, sans pain, du coup, le jambon. Un petit peu de beurre, il faut un peu d'acide myristique le matin, mais il faudrait 10 grammes, pas plus. D'accord. Des œufs durs? Des œufs durs, des œufs à la coque, mais ça peut être du poisson. En l'occurrence, des sardines de Saint-Gilles, parce que de Saint-Gilles. Vous êtes des Saint-Gilles tous les deux. Donc, si on peut encore faire de la promotion pour les sardines, on en profite. Les sardines de Saint-Gilles. Mais les sardines, c'est vrai qu'il faut les encaisser le matin, je comprends. Ah bah, quand je dis à mes patients, bon ben voilà, le matin, vous faites un jour bacon, un jour fromage blanc avec des petits fruits secs, et le troisième jour, c'est les sardines. D'accord. Et là, il dit non, pas les sardines. C'est encore une blague, docteur Gillet. Oui, mais c'est c'est les sardines le matin, c'est une boîte. Une boîte. Comme les une anciens. boîte chacun Bah oui, une boîte c'est une portion. C'est pas, non, mais pas une boîte pour 4. Tiens, il y en a combien dans une boîte de sardines? Il y en a ça dépend. Souvent c'est 90 grammes souvent 90 grammes. Ça dépend le calibre de la sardine. D'accord. Donc on mange les 4 sardines de la boîte. Oui. Voilà, avec une petite tartine avec un tout petit peu de beurre. C'est canon. Je veux dire qu'à midi vous aurez pas. Là vous avez un petit creux ou... Ouais. Vous avez pas on enregistre le matin l'émission et là j'ai faim. Vous avez pas assez mangé ce matin? Ouais, alors je vais vous dire, café, 2 sucres dans le café, 2 tartines de pain, beurre, confiture. Et voilà. C'est pas bon? C'est tout ce qu'il faut pas faire. Vieillir, je pense. On essaie d'éduquer pourtant, Étienne. Mais oui, mais c'est pour ça que j'ai voulu un chroniqueur santé. C'est pour que ça aille mieux. C'est pour moi. Je m'en fous des autres. Mais en fait, c'est pour le matin. Ça, c'est d'accord. Et on verra. On peut faire le reste du repas après. Après, ça pose pas de problème? Non, c'est bon. Non, parce que vous m'avez déjà bien cassé. Ouais. D'accord. J'ai juste une petite question quand même, Étienne, si vous permettez. Vous avez mangé quoi, Étienne, ce matin? Ce matin, j'ai mangé très très vite du jambon cru. Voilà. Ah oui, vous avez mangé du jambon? Ouais. Ah oui, c'est qu'il applique ce qu'il dit. Et donc en boisson? Un grand thé vert. Un grand thé vert sans sucre. Évidemment. Mais moi, je peux pas. Non, mais je sais, j'ai tout à revoir. Merci, Étienne, on verra la suite tout à l'heure. Franck, on se refait un point sexe? Adèle, je vous en prie. Non, mais je vous en prie. Pardon, ça m'a échappé. Ouais, enfin, Donna Summer, excusez-moi, mais quand même. Aidez-moi quand même. C'est lié. On est d'accord, c'est quand même lié. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Bon, alors, Franck. Justement, la question était comment trouver l'amour, Adèle? Comment trouver l'amour? Et je me suis donc intéressé. Avec Rose, notamment au site de rencontre. Pour seniors, donc sur un petit air qui est bien Donna connu. Summer. Alors, ne dites pas qu'on parle pas de sexe. Donna Summer, c'est quand même l'apothéose de l'amour. Ça a fait scandale à l'époque d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Dites-moi. Donc alors, en fait, qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui au niveau des sites de rencontres pour seniors? C'est que c'est la nouvelle cible, entre autres, des sites de rencontres. Ils se développent à profusion. Alors, pas de quoi s'étonner, puisqu'il serait 9 millions de célibataires seniors sur les 25 millions que compte la France. Donc, ce qui représente, vous parlez de marché tout à l'heure, un marché absolument extraordinaire. Alors, lié notamment à une poussée par la forte hausse de divorces. Je ne vais pas vous donner les derniers chiffres, mais voilà, les divorces, on le sait tous, sont en augmentation. Il en existe pour tous les goûts, alors effectivement, le libertinage, l'adultère, etc. C'est un peu pentu et je me redresse très rapidement. Oui, il y a des questions de religion aussi. De politique, il y en a même pour ceux qui ne mangent pas de gluten. Il y en a vraiment, c'est le cas de le dire, pour tous les goûts. Mais pour beaucoup, chercher où trouver l'amour tu manges du sur gluten, Internet. Non, je t'achète des gages. Tu manges pas de gluten? Absolument. Non, ils n'ont pas le droit de s'inscrire s'ils mangent du gluten. Voilà. Et tout est bon finalement, pour essayer de rapprocher au maximum les thématiques, les loisirs, les goûts alimentaires, vestimentaires, et j'en passe, et des meilleurs. Alors, c'est vrai que du côté des seniors, Internet, notamment les sites de rencontres, relèvent toujours malgré tout du tabou. On parlera peut-être tout à l'heure sur la moyenne d'âge de ceux qui viennent dans l'agence, vos adhérents. En tout cas, sur Internet, c'est un petit peu plus compliqué, même si effectivement ça monte, ça monte en flèche. Et sur la toile, il existe de nombreux sites, comme on le disait. Et en fait, je vous en ai sélectionné 3. Alors, Parship.fr, que l'on voit à l'écran. Deuxseniors.fr. Alors, Parship.fr, d'accord, ok. Voilà. Deuxseniors.fr et puis un petit dernier. Deuxseniors.fr, excusez-moi, mais là, ils sont pas seniors. On est entièrement d'accord. On est d'accord avec vous. Sont totalement décalés avec. C'est toujours le problème, c'est à quel âge on est senior. 45 ans. L'image du senior.
aujourd'hui réglementairement est 45 ans. En France, senior à 45 ans. Et les seniors Les gens de Saint-Gilles, ils mangent des sardines tous les matins. On les reconnaît. Ils ont 48 ans et 50 ans en fait. À la brillance du poil, à la... C'est au teint frais. Le poivré de la Alors, barbe. pourquoi est-ce que je vous ai sélectionné ces 3 sites? Alors, je parle sous votre contrôle, Rose, parce que ce sont des sites qui sont réputés pour leur profil sérieux, également pour des profils complets, ainsi qu'une présentation accueillante et bien sûr des milliers, bien évidemment, de membres inscrits. Puisque très jolie moustache. Voilà. Alors, quelques conseils avant de vous lancer. Je voulais donner quelques conseils très rapidement. Si vous sentez un petit peu mal à l'aise avec l'idée de renouer avec ce genre d'exercice, voici quelques conseils pour que vos rencontres en ligne se passent pour le mieux. Dans un premier temps, soyez le plus exhaustif possible sur votre profil. Alors sans non plus dévoiler effectivement des choses très, très intimes. On va pas mettre qu'on a un tatouage sur la fesse gauche. Ça le fait pas. Quoique, je ne sais pas, Rose. Pourquoi pas? Les tatouages peuvent faire partie hyper ringarde, moi j'ai l'impression. Ah ouais? Il y a beaucoup à prendre. Je sais pas. À venir me voir. Deuxièmement, sur mes quatrièmes points, prenez le temps d'examiner attentivement toutes les propositions que vous recevez. Ne vous jetez pas directement dans la gueule du loup, j'ai envie de dire. Si l'un ou l'une des prétendantes vous intéresse, prenez rendez-vous dans un lieu public et confortable. Et puis enfin, des rencontres en groupe peuvent aussi vous aider à briser la glace en fonction effectivement de votre timidité, etc. Alors au-delà des sites de rencontres, il y a toujours bien évidemment les fameux thés dansants, Adèle, qui sont toujours connus tout particulièrement et prisés par les seniors pour faire de belles, voire de très très belles rencontres. Et puis enfin, pour terminer cette chronique, je voulais vous suggérer un livre. On parlait de Marie de Henzel tout à l'heure, qui a sorti il y a quelques mois de cela un ouvrage qui s'intitule L'âge, le désir et l'amour, sur l'intimité après 60 ans, les chemins de l'accomplissement. Un très bel ouvrage, pas cher du tout, qui coûte 6,30 € et qui peut effectivement nourrir la réflexion projets, dessus. Une démarche, un chemin pour ou non aller ou concrétiser une rencontre amoureuse. D'accord. Merci beaucoup, Franck. C'était très, très limpide. Je reviens sur... ça m'intrigue, le coup du tatouage, là. C'est-à-dire qu'on doit mettre, Rose, préciser qu'on a un piercing sur le nombril, par exemple, ou Non, on ne demande pas, mais si pour la personne c'est important, elle le dit, généralement. Oui, au fait, j'ai oublié de vous dire, je suis tatouée. D'accord. Alors après, il y a tatouage discret et pas discret. Enfin, quand on voit ce qu'il y a à la mode, là, il y en a partout. C'est vrai que ça sur les bras. Des personnes que ça peut déranger. Il y a un lien d'ailleurs avec la santé, on en parlait tout à l'heure. C'est un critère important, c'est-à-dire que vous vous posez des questions quand même sur la santé de la personne qui souhaite tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas les personnes qui sont en mauvaise santé. Oui. Mais si quelqu'un effectivement a un cancer ou des choses avancées, il ne va pas venir nous voir. Enfin, voilà, il a d'autres priorités dans sa vie que de rechercher quelqu'un. Mais c'est important peut-être de savoir si cette personne elle est diabétique, qu'elle a effectivement des soins, si elle a été opérée du cœur plusieurs fois. Enfin, pour nous, c'est important. Ou s'il y a un léger handicap, voilà, c'est pas rédhibitoire, je dois le savoir. Quand arrêtez-vous le fait de mettre deux personnes en relation? Les rendez-vous se passent bien, tout se passe bien, à un moment donné, il faut arrêter, enfin, ils viennent plus vous voir. Non, effectivement, il y a un débrief juste après leur première ou la deuxième ou la troisième rencontre. Les gens m'appellent c'est pour ça que je passe beaucoup de temps au téléphone, pour effectivement me dire comment s'est passée leur relation, s'il y a une suite, il n'y a pas une suite, et pourquoi. Voilà, j'ai besoin de recentrer immédiatement. Savoir pourquoi ça a marché ou pas marché. Voilà, tout à fait. Et quelquefois, effectivement, c'est un point que eux n'avaient pas perçu, ils ont oublié de me le dire, m'en parler, ou que moi, je n'avais pas perçu, parce qu'on ne peut pas tout se rappeler. Et puis, il faut aussi une part de hasard. Enfin, il ne faut pas que ce soit non plus complètement alors téléguidé. Pour ça, on parlait de ça, effectivement, Franck, vous en parliez. Nous aussi, nous organisons en fait des loisirs pour que les personnes puissent aussi se retrouver. Donc il faut être membre Unicis, donc bien être libre de tout engagement matrimonial, parce qu'en fait on vérifie tout ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être marié et aller faire appel à une agence matrimoniale. Non, on demande la carte d'identité déjà pour l'âge. L'âge pour être... une mission d'enquêtrice alors par rapport à vos aspirations c'est ce que j'allais jeunesse. Non mais il faut quand même que ce soit... La carte d'identité pour l'âge, parce qu'effectivement les sites internet c'est très bien, mais les hommes ont toujours tendance à se rajeunir et les femmes de plus en plus également. Oui. C'est pour plaire,
toutes les personnes qui viennent nous voir, on pourrait en parler pendant de longues heures, mais ont cette peur de ne pas plaire, de ne pas réussir. Il y a une question, oui, et puis ça renvoie aussi à la notion de solitude dont on parlera dans la troisième partie, mais il y a vraiment cette notion-là. Moi, je voudrais qu'on fasse un point sur les sites de rencontres, la différence entre sites de rencontres, on en a plus ou moins parlé avec vous, Franck, mais agence matrimoniale, et puis sur la question de la solitude, parce que je pense que c'est aussi très, très symptomatique de notre société aujourd'hui, et je voudrais qu'on en parle, mais on en parlera, Rose, si vous le voulez bien, dans la troisième partie de cette grande émission. On fait juste une coupure pub et on revient. De retour dans la troisième et dernière partie de cette grande émission consacrée aux agences matrimoniales et plus précisément à deux agences matrimoniales de La Roche-sur-Yon et de Saint-Nazaire. On parle du commerce, c'est pas très beau, hein, mais c'est un peu du marché de l'amour, entre guillemets, avec Rose Perchaud qui est conseillère matrimoniale. D'ici quelques instants, la suite et la fin de la chronique d'Étienne sur la neuronutrition. Ça rentre. Ça rentre, hein. On n'est pas de sardines, mais ça rentre. Rose, je voudrais qu'on fasse un point sur on en a parlé un peu avec Franck sur la différence entre l'agence matrimoniale et la site de rencontre. Pardonnez ma brutalité, mais j'ai vraiment l'impression que les sites de rencontre, c'est d'abord pour pécho une nuit. Voilà, c'est tout. C'est gentiment dit. C'est gentiment dit. Alors que l'agence matrimoniale, on en parle depuis le début de l'émission, c'est plus sur l'union, sur du long terme, etc. Il y a deux façons de gérer l'amour. Il y a gérer l'amour derrière l'écran et gérer l'amour en vis-à-vis. Je pense que c'est plus compliqué que ça, en fait. C'est même pas pour pécho ou pour... je pense que tout le monde a envie, quand il est seul, d'une relation sérieuse, durable. Il y a peut-être 5% de gens qui ont envie de s'amuser, qui ont envie d'aller voir un petit peu les profils, ont envie de rigoler avec les copains, etc. J'ai eu des histoires comme ça, des jeunes filles qui me disent je suis arrivée au rendez-vous, il y avait 5 gars qui m'attendaient, quoi. On en entend tous les jours à la télé des femmes qui se sont fait séquestrer, etc. Mais ça représente, on va dire, une partie... on en parle beaucoup, mais ça représente qu'une petite partie de leurs adhérents. Je pense que tout le monde a envie d'une relation sérieuse et durable. Le seul problème, c'est que les gens ne font pas forcément quelque chose de bien d'Internet. Après, il y a sûrement différents sites plus sérieux les uns que les autres, mais c'est un peu, pour moi, un distributeur, quoi. C'est un peu un supermarché de la rencontre. Il faut piocher, et puis, d'après ce que me disent les gens, c'est-à-dire que à chaque fois, on a l'impression qu'il y aura peut-être mieux. Alors, on continue de chercher, même si on est avec quelqu'un, puis on se dit, pourquoi je m'arrêterai là-dessus, sur cette personne-là? Il y aura peut-être mieux, il y aura peut-être plus joli, il y aura peut-être, je sais pas. Donc, c'est une surenchère continuelle. Ça devient une addiction, en fait. Ah oui, en fait, c'est pas trouver quelqu'un, c'est de trouver s'il y a encore mieux derrière. Est-ce que je plais ? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? C'est par rapport à soi. Il y a peut-être une partie de voyeurisme, comme tout ce qui est Internet, mais il y a aussi une partie de soi. Est-ce que je peux plaire ? Est-ce que quelqu'un va s'intéresser à moi ? Ah bah oui, et je veux des conquêtes. Il y a une notion de... Mais on est sur la même problématique que les réseaux sociaux. Hein. Mais je pense que voilà... Sur le fait de rassurer, on a tant de likes, on est aimé, alors que c'est pas du tout, on n'est pas du tout sur ce... Faut être vraiment conscient de ça. Donc ça renvoie à une question sur la solitude de la personne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez plus de gens aujourd'hui, maintenant que vous avez une expérience quand même d'un peu moins de 15 ans, c'est ça ? 12 ans. 12 ans. Est-ce que ça a changé ? C'est-à-dire qu'avec l'arrivée d'Internet, les réseaux sociaux, etc., on est hyper connectés et en même temps, je pense qu'on est hyper seul. Est-ce qu'il y a un changement de profil dans les personnes qui poussent la porte de l'agence matrimoniale là-dessus ? Sur la notion de solitude. Sur la notion de solitude, non, les gens, la solitude, c'est la solitude. Les gens se sentent isolés, en fait. Alors, je sais pas si c'est pas la même chose. Voilà. C'est pas la même les gens se sentent isolés. C'est vrai que vous êtes chez vous, vous avez l'ordinateur, la télé, le téléphone, etc. Avant, les gens sortaient dans les villages. Alors avant, pas d'hier, mais dans les années gens 80, sortaient. Il y avait des réunions de famille, etc. Les gens ne restaient pas seuls. Aujourd'hui, c'est facile. On n'a pas l'impression d'être seul chez soi. Mais on partage plus. Et les gens, lorsqu'ils viennent me voir, c'est ça. C'est cette notion de partage, d'échange, de communication qui leur manque. C'est une vraie souffrance, la solitude, aujourd'hui. C'est un vrai fléau de société. Moi, je le constate. Et vous le constatez dans vos rendez-vous que vous avez... Et on le constate de plus en plus par rapport à votre question. C'est ça. Voilà. À un moment donné, Internet, c'est pareil. Il y a eu... Moi, j'ai connu... j'ai ouvert en 2005, 2009, 2010. Il y a eu, je sais pas... tout le monde voulait se mettre sur Tinder, e-darling, Mythique et compagnie. Etc. Et puis ils ont eu ras-le-bol de rencontrer des personnes. Oui, très bien, mais 2-3 mois, puis après, non, j'ai plus envie de m'engager. Et la réponse qu'ont souvent les personnes, c'est on arrête là, parce que moi, en fait, je ne cherche pas de l'engagement. Moi, quelqu'un qui vient en agence
et qui dit à une dame ou à un monsieur je ne cherche pas de l'engagement, je le reçois dans mon bureau, là il y a un problème, on ne s'est pas bien compris, puisque moi, vous êtes venu chez moi pour rechercher une relation stable, durable et sérieuse dans le temps. Donc là, il y a un léger problème, il faut qu'on en reparle. Donc c'est autre chose. Ça cache généralement un manque de confiance en soi, la peur de ne pas plaire, etc. Mais absolument pas l'engagement, le problème d'engagement. On va faire Étienne, on va revenir sur la neuronutrition. Donc on parlait du jambon le matin à 7h du matin. Oui, ça n'empêche pas de manger un fruit avec, c'est ça. C'est pas... Mais c'est pour éviter la part de sucre industriel dans les... Et ça veut dire qu'avec ça, on mangera moins à midi, par exemple? Oui, du coup, le fait de manger une bonne portion de protéines le matin va avoir un effet un peu anorexigène, c'est-à-dire qu'on va avoir moins faim le reste de la journée globalement. On va pas avoir le petit creux de 11h, on va pas avoir le petit coup de barre qui va vous assommer et vous dire il faut que je mange quelque chose. Puis vous allez tomber sur du fromage ou c'est ça, du pain, du beurre et du fromage. Voilà. Du coup, ensuite, quand on a mangé correctement le matin, le midi, il faut à peu près avoir la même portion de protéines. D'accord. Il faut avoir une bonne portion de protéines parce que le fait de manger des protéines le midi, il y a un signal qu'on appelle le signal leucine, ça favorise le maintien et la prise de muscle. D'accord. Donc c'est important de manger des protéines, je répète, matin et midi. Le soir, c'est moins important. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de manger de la viande. Voilà, on va moins bien dormir, on risque de faire plus de cauchemars, s'endormir moins facilement. On peut manger un peu de poisson, mais de manière assez légère, quoi. D'accord. Le midi, dans le concept de neuronutrition, il faut avoir un repas normal, quoi. Dire une petite crudité ou un petit légume, une petite portion de féculents ou du pain, une bonne portion de protéines, et un dessert, le plus souvent un fruit ou un dessert lacté. Et le soir, dans la neuronutrition, on va mettre l'accent là-dessus sur le fait qu'il faut que ça soit léger. C'est quoi? C'est un bouillon? Non, léger, ça ne veut pas dire un bouillon, ça veut dire des fruits et des légumes. D'accord. Des fruits et des légumes, une petite portion de protéines, une petite portion de poisson. Voilà. D'accord, pas de viande. Pas trop de viande, pas trop de produits laitiers. Blanche? Oui, une viande blanche à la limite. Pas de produits laitiers le soir non plus? Non, pour favoriser l'endormissement, ça serait mieux de ne pas avoir de produits laitiers le soir. Même pour éviter un petit peu les reflux, les choses comme ça. Oui, parce que quand on mange trop, on dort pas bien, forcément. Et on a... Alors, le soir, repas, etc. Et on se dit, tiens, devant le film du soir, est-ce qu'on a le droit à un carreau de chocolat ou un truc comme ça? Alors, le carreau de chocolat, ça serait plutôt au goûter. C'est vrai que j'ai oublié de parler du goûter. Oui, parce qu'il y a le goûter. Adèle. Mais je suis là pour vous aider, Étienne. Oui, je vous ai passé ma fiche imaginaire. Oui, c'est ça. Elle est très jolie, votre fiche imaginaire. Et du coup, au goûter, c'est important d'amener un peu de tryptophane. Du coup, chocolat et des noix. Voilà. C'est classe, ça. Ouais, ça, c'est pour essayer de favoriser l'endormissement. C'est d'amener du chocolat noir, comme ça, 2 carreaux à 17h. Ouais. Avec des noix, quelques dizaines de graines. Grosso modo, 2 mendiants, quoi, si vous voyez, de petits mendiants. Il faut arriver à prendre ça au goûter. Et ça permet de relaxer la fin de soirée, d'éviter le petit creux quand on rentre à la maison le soir. Super bien. Et de s'endormir un petit peu mieux. J'ai une question sur le fait de boire de l'eau, bien sûr. Est-ce qu'on boit pendant les repas? J'ai toujours dit qu'il ne fallait pas boire pendant les repas, qu'il faut boire entre les repas. Parce que ça comble. Ouais, il n'y a pas d'études formelles là-dessus. D'accord. Ouais. Oui, Franck, allez-y. Pardon, un petit verre de vin ou pas? Alors, le verre de vin, on en avait parlé avec les antioxydants le mois dernier. Avec le jambon le matin à 7h. En micronutrition, on conseille un verre par repas, pas le matin. Voilà. Mais un petit verre le midi. Je note ceux qui peuvent se permettre d'en boire le midi, puis un petit verre le soir. Ouais, et Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les huîtres le matin à 7h du mat avec un petit blanc. Ça, c'est quand vous rentrez de soirée, Adèle? Non, c'est le matin tôt. Mais c'est très bien. Mais c'est bien sympa, non? C'est bien, non? Non, c'est très bien. Bon, d'accord. Et dernière question, et après je donne la parole et on terminera l'émission avec Rose Perchaud. Étienne, je ne sais plus ce que je voulais dire. J'ai oublié ce que je voulais dire. Si, est-ce qu'il faut manger à heure fixe? C'est bien de manger avec des heures à peu près régulières. Ne serait-ce que pour habituer son corps pour l'endormissement plus tard. D'accord. Voilà. Mais le matin, avec nos rythmes de vie, on est quand même souvent, à part les gens qui sont en de vie, souvent on se lève à peu près à la même heure, quelque chose près. Ouais. Manger à la même heure le midi solaire, c'est-à-dire 14h ici, 13h l'hiver. Oui. C'est l'idéal. Midi solaire, c'est hyper beau ce que vous dites. Merci. Non, mais c'est vrai. Et le soir, ça dépend un peu de votre heure de coucher. 20h, 19h, 20h. On entend souvent qu'il ne faut pas manger après. Il faut avoir 2 heures avant d'aller se coucher. Oui, c'est bien. C'est pour éviter tous les phénomènes de reflux. C'est-à-dire que si on mange à 20h, il faut se coucher pas avant 22h. Et en neuronutrition, on dit aussi que toutes les heures avant minuit comptent double. C'est-à-dire que plus vous allez réussir à vous endormir tôt, plus vous allez être en forme le lendemain. Avant minuit. Peu importe l'heure du réveil le lendemain. Ah, c'est hyper intéressant. Ouais.
Merci Étienne. De rien. C'était vachement bien. Vous pouvez revenir. C'était pratique là. C'était hyper bien. Non mais sérieux, on débrief nous c'est après. Ouais. Et c'était très concret, très bien. Jambon 7 heures. Voilà. Ce que j'ai retenu. Je me mets la cuisine. Rose, on va terminer l'émission évidemment sur votre agence, votre activité de conseillère matrimoniale. Je voudrais que vous nous parliez du contrat de réussite. Parce que j'ai lu quelque chose dans Ouest France, pour ne pas les nommer. Vous dites le contrat de réussite, ça va jusqu'à 40 rencontres possibles sans limitation de temps. Oui. Et vous me dites, je n'en ai pas vu, le premier qui ira au bout des 40 rencontres sans résultat aura sa photo encadrée dans mon bureau. Ça leur fait peur. Ça veut dire que la moyenne des rencontres, c'est combien ? C'est à peu près, voilà, pour la réussite. Pour la réussite, bien sûr. Donc c'est 6, à peu près 6-10 maxi. 6-10 rencontres quand même. Oui, quand même, oui. Il y en a qui trouvent du premier coup, hein, mais bon... Oui, après c'est plus rare. Après, ils aiment bien voir aussi s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourrait leur convenir. Quand même. Quelquefois, ça arrive. Cette idée-là. Sauf s'il y a un réel coup de foudre, coup de cœur. Tout dépend de l'âge, encore une fois. Mais il peut y avoir ça aussi, comme sur Internet. Mais mais bon, si je me fixe... Next. Ouais. Alors, et c'est vrai que un peu. Alors toujours un petit peu. Bon, je pense que ça a toujours été ça. Mais l'idée du contrat sans limitation de temps jusqu'à ce qu'ils aient rencontré 40 personnes, c'est pas pour rencontrer 40 personnes, bien évidemment, parce que souvent ça fait peur aux gens, surtout les seniors. Je n'aurais pas assez de temps. 40 personnes. Mais en fait, c'est surtout pour dire vous prenez le temps. Oui, parce que vous savez, si vous faites un contrat de 6 mois ou d'1 an ou 12 mois, les gens vont vouloir se précipiter rencontre sur rencontre pour utiliser en fait leur contrat. C'est une sacrée pression du coup. Oui. Voilà, et ça me met la pression aussi à moi. Bah donc là, voilà, comme ça on prend notre temps aussi et de ne faire que de belles rencontres, de ne pas faire de la rencontre pour de la rencontre. Parce qu'on peut vite aussi arriver sous le coup de la pression à ce genre de problématiques. Et après ? Il y a des mariages, il y a des bébés. Il y a des mariages, il y a des bébés régulièrement. Vous êtes invitée au mariage ? Je suis invitée au mariage, mais alors il faut que je sois discrète. ça me fait rire. Mais oui, c'est ça, c'est que... Parce alors, est-ce qu'ils osent dire qu'ils se sont rencontrés via une agence matrimoniale ? Est-ce que les gens osent le dire ? Je dirais 50% oui, 50% non. C'est comme les sites de rencontres en fait, c'est un peu la même chose. Et encore, ça serait plus moderne de dire on s'est rencontré par un site de rencontre que par une agence matrimoniale. Oui, mais il y a le côté de se dire je suis pas capable de le faire tout seul, quoi. Il y a un petit côté. Par contre, ça, c'est à pas réussi 200%. Voilà, c'est ça. D'accord. D'ailleurs, toutes les personnes qui viennent me voir, quel que soit leur âge et leur situation professionnelle, me disent, et encore plus les hauts niveaux, dire que j'en suis arrivée là. Bon, alors je les remets un petit peu. Bon, attendez, c'est pas non plus, on va pas vendre votre corps. Hein. Oui, il faut remettre les choses. On va remettre un peu les choses en place. Et juste pour terminer, combien ça coûte de faire appel à vos services ? Alors, il y a plusieurs contrats, mais bon, ce contrat sans limitation de temps, tout dépend après de la ville où vous exercez, puisque voilà, il faut compter entre 1 600 et 2 200 € à peu près. Ah oui, donc c'est aussi un investissement, c'est-à-dire que c'est pas... un coût. Il y a un coût pour pouvoir rencontrer la personne qui peut nous correspondre. Voilà. Pour ce contrat sans limitation de temps jusqu'à réussite complète. Après, vous avez des... Et si ça marche pas ? Eh bien, si ça marche pas... Où est-ce que vous remboursez ? On peut rembourser. On a une garantie satisfait remboursée, c'est vrai. Si au terme, voilà, on a des possibilités aussi d'arrêt pour convenance personnelle la première année. Alors là, c'est surtout pour les personnes qui, grâce, j'ai envie de dire, au fait de rencontrer plus aisément des personnes, prennent confiance en eux. Ah oui, on déclenchait quelque chose. Voilà, on déclenchait quelque chose et qui, dans le coup, rencontrent plus aisément seuls. Et ça, donc ça marche aussi, c'est vachement gratifiant aussi pour vous parce que vous avez, en plus de la rencontre, vous avez débloqué quelque chose chez la personne. Oui, c'est une grande partie de mon travail. Hein. C'est 50% de mon travail et de les amener vers plus de sérénité, vers plus de confiance en eux, de savoir qu'ils peuvent plaire. Rien que ça, c'est hyper important. Hein. Oui, il y a vraiment une question de déblocage personnel. Je suis sûre que je ne resterai plus seule. Parce qu'on arrive à un certain âge, on se dit, ça y est, je suis veuve ou je suis veuve, c'est fini. Et là, c'est la certitude de se dire, non,
Ma vie, elle n'est pas terminée et je la continue. J'ouvre un nouveau chapitre parce qu'on ne reconstruit pas une vie, on la continue avec son expérience, avec ce qu'on a vécu. Et c'est vraiment l'espoir, tout simplement, qui leur apporte beaucoup et qui les font mieux vieillir aussi. Parce que des seniors en couple sont des seniors qui vivent mieux et en meilleure santé. Mieux, par la sexualité notamment, le fait d'avoir une activité sexuelle, mais surtout de ne plus être seul. On mange mieux. Parce qu'on partage, on fait plus de choses, plus d'activités, et on se recompte pas sur soi-même. Et donc, c'est prouvé, il y a une étude qui est faite, que les seniors en couple vivent 2 fois mieux que les autres. Ouais. Je confirme. C'est ce que j'allais dire. Alors, si vous voulez... Alors, c'est très simple. Je ne sais pas si ça vous a donné envie de sauter le pas pour ceux qui se sentent seuls et qui ont envie de rencontrer quelqu'un ou quelqu'une. Vous pouvez prendre contact directement avec Rose Perchaud, qui est à La Roche-sur-Yon et à Saint-Nazaire. Il y a un site internet qui est unicis-vendée.fr en ce qui nous concerne. Oui, voilà, ça suffit. De toute façon, on me retrouve sur les deux. Voilà, évidemment. En tout cas, merci beaucoup d'avoir parlé de votre métier, merci Rose. Merci à vous de m'avoir invitée. Ça a déblayé plein de trucs. Je gérais plein de trucs. Non, c'était absolument parfait. En tout cas, c'était bien aussi de vous avoir avec Étienne et Franck. Vous revenez quand vous voulez. C'était un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci. Franck et Étienne, on se voit très bientôt. Dans un mois. Oui. Ah, ça va passer vite, ne vous inquiétez pas. Franck, on se revoit la semaine prochaine, je crois. Non, pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Bah oui, parce qu'ils partent, ils travaillent aussi à côté. En tout cas, moi, je vous... Oh, les gens vont croire des trucs. Bon, je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée, je vais me coucher.